Bien que critiqués, les travaux de Geoffre Dumasdier en matière de sociologie des loisirs en France ont connu une véritable audience à l'international, notamment aux États-Unis. Ils ont favorisé le renouveau d'une sociologie des temps sociaux qui, de l'école durkheimienne à Georges Gurvitch, a éclairé la dynamique du changement social. Ils ont aussi suscité de multiples sociologies des pratiques de loisirs dont on ne conteste plus la pertinence avec la croissance du temps libéré du travail. Pour exemple, citons la sociologie du sport, des vacances, des pratiques culturelles et bien d'autres, soit autant de sociologies de nouveaux univers sociaux qui permettent de mieux appréhender les modifications des comportements et des modes de vie. Avec la publication en 1962 de l'ouvrage Vers une civilisation des loisirs, Dumasdier annonçait la marche de nos sociétés vers une civilisation des loisirs. Mais annoncer cette marche vers une civilisation des loisirs, c'est considérer que le temps hors travail serait quantitativement plus important et viendrait structurer l'ensemble des autres temps sociaux, y compris le temps de travail. Aujourd'hui, de nombreux observateurs reconduisent cette annonce en constatant que la place prise par les loisirs aujourd'hui s'affirme comme une des mutations majeures de notre époque. D'autres, en revanche, n'y croient pas. Quatrième et dernier chapitre, donc, s'organise autour de 3 points. Premièrement, les loisirs du point de vue de la sociologie des temps sociaux. Deuxièmement, les enjeux idéologiques et sociaux des loisirs et de la culture. Et troisièmement, des rapports à la culture plus complexes. Premier point, les loisirs du point de vue de la sociologie des temps sociaux. D'emblée, on peut dire que la sociologie des temps sociaux existe depuis longtemps, mais ceux qui s'y consacrent ou qui s'y sont consacrés remarquent que ce sujet a peu mobilisé les sociologues jusqu'à une période récente. Socialement, la question des temps sociaux préoccupe les représentants des pouvoirs publics. Par exemple, la ville de Rennes, s'inspirant des expériences italiennes, a créé depuis le début des années 90 un bureau des temps sociaux. Cette initiative politique traduit plus largement une préoccupation à l'égard de l'organisation collective des temps sociaux. C'est dire que cette dernière n'a plus rien d'évident, soit encore que nos sociétés seraient sorties d'une société organisée et rythmée autour de l'activité industrielle. En effet, dans cette ère industrielle, le temps ne fait pas problème. Si on s'accorde avec les travaux de George Friedman, on peut caractériser ce temps spécifique du travail industriel. Il s'agissait d'un temps, à l'image de la machine, qui était mécanique, répétitif, séquentiel, mesurable, programmé, planifié, bref, nous avions affaire à un temps sous contrôle. Non seulement le Fordisme produisait un temps de travail propre, mais aussi une organisation des temps de vie rythmés sur les mêmes cadences et faiblement remis en cause. Or, nous aurions quitté ce temps industriel de sorte qu'il serait plus adapté aujourd'hui de parler d'un temps collectif flexible au regard de l'extension des temps travaillables et de la plus forte variabilité des horaires de travail, ce qui expliquerait le constat de pratiques multiples des temps. Dans un tel contexte, la question des temps sociaux est désormais largement investie par les sociologues. Si on s'en tient aux approches sociologiques explicites sur les temps sociaux, on remarque que c'est l'école française de sociologie, notamment celle de l'année sociologique, qui a pris en premier en considération ce questionnement sur les temps sociaux. À ce sujet, on peut formuler 3 remarques. Les premières réflexions de cette école sur les temps sociaux passent par une réflexion sur le temps sacré, le temps religieux,
et considèrent le temps comme une donnée collective qui s'impose de l'extérieur aux individus. Ils appréhendent cette dimension temporelle à travers les divisions de la durée. Durkheim est un de ceux qui s'est intéressé à cette question du temps social. Il y consacre quelques pages dans les formes élémentaires de la vie religieuse. En s'inspirant de Kant et des catégories de l'entendement, il propose d'étudier le temps comme un des cadres fondamentaux de la pensée, mais contrairement à Kant qui fait de ces cadres de la pensée des données inhérentes à la nature humaine, des cadres a priori préalables à toute expérience, pour Durkheim, ces cadres sont le résultat de la production sociale. Autrement dit, Durkheim défend l'idée d'une conception sociale du temps par opposition à une conception individuelle du temps. Il s'agit pour lui de dépasser la proposition de Bergson pour montrer que le temps est aussi social et par conséquent qu'il s'agit d'une donnée collective. De ce point de vue, le temps peut être aussi considéré comme une norme car elle permet d'assurer la cohésion sociale des activités sociales. C'est ce que Durkheim nomme le temps total, c'est-à-dire celui qui coiffe toutes les durées quotidiennes. Remarquons ici que le temps total renvoie à une vision unitaire du temps, celle du temps de la société dans son ensemble. Notons aussi que Durkheim s'intéresse aussi au temps comme division de la durée et propose de distinguer des moments différents. Particulièrement, il insiste sur le fait que le temps social, le temps profane, s'appuie sur des moments forts que sont les dates symboliques. Le temps, pour Durkheim, est souvent rapporté à la manifestation de la sacralité d'une société, de son système de croyances, de son système de valeurs. Il insiste aussi sur le fait que ce sont les célébrations collectives et rituelles des fêtes sacrées qui fournissent les principaux repères au temps. Ce sont des marqueurs temporels par rapport auxquels se structure le temps profane. C'est seulement plus tard, mais dans la même lignée intellectuelle, qu'une attention particulière sera portée à l'idée de multiplicité des temps sociaux. Ici, c'est un autre auteur qui apparaît ou qu'il faut considérer. Il s'agit de Maurice Holbach. Ce dernier s'intéresse à la mémoire et suit la pensée durkheimienne. Il s'agit de partir d'un sujet qui paraît relever de la psychologie pour montrer qu'il s'explique aussi par des déterminants sociaux. Dans les cadres sociaux de la mémoire, publié en 1925, Maurice Holbach insiste sur le fait que le temps social du groupe englobe les temporalités individuelles. Il fait l'hypothèse de l'existence d'une pensée collective, source principale de la mémoire, des rêves, des souvenirs. Les manières de recomposer les faits du passé et d'ordonner la durée puisent dans la mémoire collective qui trace un cadre général d'interprétation qui sert en somme de repère à la mémoire individuelle. Cette mémoire collective est un facteur essentiel de la cohésion d'une société pour Holbach. Parallèlement à ce travail, dans un ouvrage posthume, ce même auteur insiste sur la multiplicité et l'hétérogénéité du temps. Il faut distinguer un certain nombre de temps collectifs autant qu'il y a de groupes séparés. Ainsi, il évoque le temps du bureau, de la maison, de la rue, des visites. Cette idée est novatrice à l'époque et en rapport aux propos de Durkheim. Holbach est sans doute le premier à parler de temps sociaux pluriels, considérant qu'il y a une diversité de temps relative aux particularités des groupes sociaux étudiés. Par ailleurs, Holbach esquisse l'idée que le temps social peut être un enjeu, un objet de lutte entre groupes sociaux qui peuvent chercher à imposer leur propre représentation du temps. Autrement dit, il introduit là une dimension dynamique. Après Maurice Holbach, Georges Gurvitch, sociologue français, développera cette même idée de la multiplicité des temps sociaux. Il se proposera d'identifier de manière systématique les temps sociaux caractéristiques des sociétés. À ce titre, il dénombrera 8 types de temps différents qui combinent la continuité-discontinuité, la durée, la succession, le qualitatif, le quantitatif, le présent, le passé, l'avenir. Autant de catégories qui sont intéressantes, mais qui manquent a posteriori, pour des auteurs par exemple comme Gilles Pronovo, de précision. S'il y a une contribution théorique à la sociologie des temps sociaux, Gurvitch donne peu de cas concrets, et c'est ce qui pêche dans sa proposition des 8 types de temps différents. Pour finir sur ce point, on notera qu'aux États-Unis, des travaux sociologiques ont porté sur la question du temps, notamment les travaux de Sorokin Pittrim et de Robert Merton. Ils montrent le caractère distinct du temps social par rapport aux autres temps, physiques, psychologiques par exemple, et s'attardent aussi sur le thème de la multiplicité des temps sociaux. Ils insistent sur le caractère qualitatif du temps et se focalisent sur la diversité des temps sociaux, diversité qui est due, selon eux, au fait que le temps est significativement lié
aux activités qui le composent. Il y a autant de temps que d'activités, donc toutes les occupations étant associées à des cadres temporels qui les définissent. La notion sociologique du temps irrigue la pensée sociologique contemporaine sur le temps. En effet, cette sorte de tradition de la sociologie des temps sociaux se retrouve aujourd'hui. Citons pour exemple les études sur les budgets de temps, sur les modes de vie, qui, considérant une certaine quantité de temps, 24 heures par exemple, se demandent comment les individus l'utilisent. Ces études informent donc sur le contenu donné à diverses séquences de temps. Il existe aussi des travaux qui repèrent des temps variés, des temps juxtaposés. Ces travaux qui cherchent à montrer que certaines sphères d'activité structurent l'aménagement d'autres sphères, c'est-à-dire les considèrent comme des pivots structurants. C'est le cas notamment de la sociologie des loisirs de Geoffre Dumasdier, puisque dans cette sociologie, l'auteur parle d'abord du développement incroyable du temps des loisirs, qui permet d'envisager l'apparition d'une véritable civilisation des loisirs, comme l'indique sous la forme interrogative son ouvrage publié en 1962. Par la suite, le terme temps libre viendra sur le devant de la scène. Il sera considéré comme un temps fort qui ne se définit pas seulement par rapport au travail et qui est pleinement social dans le sens où il peut recouvrir des formes différentes et même devenir l'occasion d'accomplissement de soi. D'autres, prenant acte des évolutions récentes de nos sociétés, tiennent compte de l'importance du travail dans les représentations sociales, relèvent les difficultés que soulève le passage vers le temps libéré, tout en voyant là une clé de lecture de la dynamique des sociétés post-industrielles, voire le signe d'une mutation de la société. On pense ici particulièrement aux travaux de Roger Sue. Pour expliquer les loisirs aujourd'hui, les sociologues travaillent souvent à partir d'enquêtes menées sur les temps sociaux. Il s'agit de considérer que parmi les différents temps sociaux existe un temps libre, c'est-à-dire un temps libéré des contraintes de la vie quotidienne. Ainsi, le temps libre constitue une porte d'entrée pour cerner, comprendre et expliquer les loisirs, eux-mêmes inscrits et différenciés d'autres temps sociaux. En guise d'illustration, on peut citer les numéros 352 et 353 de la revue Économie et Société de 2002. La méthodologie suivie par ces enquêtes sur les emplois du temps présente une technique de collecte originale. Les personnes interrogées tiennent à jour un carnet dans lequel ils décrivent par séquence de 10 minutes ce qu'elles ont fait au cours des 24 heures. Ces informations sont par la suite codées par les chercheurs dans une nomenclature détaillée. L'avantage de ce travail, c'est qu'en prenant le temps comme unité de mesure de toutes les activités des individus, l'enquête permet de les comparer sans privilégier celles qui, plus visibles, plus intenses, plus valorisées, seraient plus aisément déclarées que les activités plus quotidiennes et jugées sans intérêt, que l'on aurait donc tendance à oublier. Mais elle présente aussi une limite, puisque l'emploi du temps de chaque enquêté est relevé au cours d'une seule journée, de sorte que les activités rares ou simplement non quotidiennes, que l'on trouve par exemple dans le domaine culturel ou sportif, ne sont pas souvent présentes dans le carnet journalier. Alors pour remédier à ces limites, les enquêteurs soumettent les enquêtés à un questionnaire qui les sollicite sur le temps consacré au cours du mois écoulé aux pratiques non quotidiennes, mais jugées importantes, comme les activités associatives, les sorties. Ce questionnaire donne aussi des indications sur les horaires, les rythmes et les contraintes liées au temps de travail professionnel. Ces informations complètent ainsi la mesure précise des activités quotidiennes. L'apport des enquêtes emploi du temps consiste donc principalement dans la connaissance du temps consacré aux activités quotidiennes, de leurs horaires et de leur rythme. Un autre apport appréciable de ces enquêtes est leur répétition dans le temps, puisqu'elles ont été initiées dans les années 70 et ainsi permettent des comparaisons afin de dégager des tendances de long terme et d'éclairer des questions comme celles relatives à la marche vers une société de loisirs. Ces enquêtes enfin permettent de distinguer 4 temps qui viennent scander la journée des Français. Premièrement, le temps physiologique consacré à dormir, se laver, manger, etc. Le temps de travail professionnel ou le temps d'études. Troisièmement, le temps consacré aux travaux domestiques. Et quatrièmement, le temps libre.
Les grandes tendances en matière de temps libre et de loisirs s'obtiennent à partir d'un travail de comparaison de ces enquêtes qui permet d'emblée de souligner une lente mais une certaine croissance du temps libre. Ce constat est reconduit à l'échelle des sociétés occidentales par les travaux du sociologue canadien Gilles Pronovost. En effet, quel que soit le mouvement de la durée du travail, on assiste à des déplacements de temps quotidiens qui se reportent presque exclusivement sur une participation accrue à des activités de loisirs. Mais plus précisément, ce sont 4 grandes tendances qui sont relevées concernant la société française. Premièrement, plus de temps libre, plus de travail, mais aussi plus de chômage. Entre la fin des années 80 et la fin des années 90, les évolutions de la société française ont été fortes, notamment en ce qui concerne le travail, sa distribution dans la population. Une augmentation du chômage dans les années 80 et la première moitié des années 90, puis une amélioration de la conjoncture en fin de décennie. Une transformation de l'emploi caractérisée par la forte hausse de l'emploi à temps partiel, de l'intérim, des CDD. Une augmentation des niveaux de formation, surtout des jeunes femmes, mais des difficultés concernant l'insertion professionnelle des jeunes, une poursuite de la montée des taux d'activité féminin. Pourtant, sur cette même période, la répartition moyenne des principales activités quotidiennes semble avoir peu changé pour l'ensemble de la population, puisqu'on observe d'une part toujours la prédominance du temps physiologique qui reste stable, un recul de quelques minutes du temps domestique, un temps de travail professionnel qui diminue pour atteindre en moyenne un peu moins de 3h30 par jour, actifs et inactifs confondus, et enfin une progression d'un peu moins d'une demi-heure du temps libre, s'établissant à 4h30. Les évolutions sont donc faibles, mais la baisse de la durée du travail permet néanmoins une légère augmentation du temps libre. Cependant, la diminution du temps professionnel de l'ensemble de la population est principalement due à la baisse de la proportion d'individus en emploi et à la progression du temps partiel. Le temps de travail des salariés à temps complet a au contraire augmenté, surtout celui des cadres et professions intermédiaires, comme l'ont confirmé d'autres enquêtes couvrant la même période. De la même manière, le temps quotidien de loisirs s'est accru d'une demi-heure pour l'ensemble de la population interrogée, mais seulement de 8 minutes pour les actifs occupés. Deuxième grande tendance, un renversement de la tendance séculaire à la baisse du temps de travail. Alain Chelu et Nicolas Herpin, dans la revue susmentionnée, soulignent que la dernière décennie du XXe siècle représente un renversement de la tendance séculaire à la baisse du temps de travail. Les évolutions récentes des emplois du temps sont en fait plus complexes que celles annoncées par Geoffre Dumazier. Montée du chômage, progression du temps partiel, diminution de l'activité des jeunes et des plus âgés contribuent durant ces 25 dernières années à la baisse globale du temps de travail de la population, mais durant la décennie 90, la durée hebdomadaire du travail des actifs occupés à plein temps augmente de plus d'1 heure. Ces mutations n'affectent pas de la même manière les différentes catégories sociales. L'extension du chômage touche davantage les moins diplômés, les plus diplômés travaillent désormais le plus longtemps. Ainsi, ce sont maintenant les milieux populaires qui bénéficient de plus de temps libre, alors que jusqu'en 1974, les loisirs apparaissaient comme un privilège des classes sociales aisées. Mais le contenu des loisirs des chômeurs et des plus défavorisés est bien différent, laissant une place de choix à la télévision. L'augmentation du temps libre féminin s'explique quant à lui plus par la diminution du temps que les femmes consacrent aux activités domestiques que par celle consacrée aux activités professionnelles. Aussi, si l'augmentation globale du temps libre est due pour une part importante au temps non travaillé de chômeurs de plus en plus nombreux, les activités de loisirs sont plus nombreuses et plus denses chez les actifs occupés, et ce de manière croissante avec le diplôme, la catégorie sociale et le temps de travail. Les personnes socialement et culturellement les mieux dotées cumulent activités professionnelles, sportives et culturelles en réduisant le temps consacré aux activités dites passives, c'est-à-dire le sommeil et regarder la télévision. Troisième grande tendance, la pratique d'activités de loisirs est cumulative chez les actifs. En effet, si le temps de travail des plus diplômés s'accroît, comment peuvent-ils cumuler autant d'activités, notamment de type culturel ? Les personnes qui travaillent beaucoup ont de nombreuses relations et activités sociales, culturelles et sportives. Ils cumulent ces activités en réduisant le temps consacré aux activités passives, notamment leur temps de sommeil, le temps passé devant la télévision. À l'opposé, ceux qui sont moins dotés en capital culturel et social ou qui travaillent moins
consacrent plus de temps aux activités d'intérieur et aux tâches ménagères et restreignent ainsi le nombre de leurs activités extérieures. Certains observateurs notent aussi, concernant la participation associative, que les ressources culturelles sont également déterminantes. Les cadres et professions intermédiaires, notamment du secteur public, s'impliquent plus dans les associations que les autres, au contraire des chômeurs et personnes au foyer, qui disposent pourtant de davantage de temps libre. Quatrième tendance enfin, les rythmes professionnels sont hétérogènes. La technique du semenier permet d'étudier les rythmes et horaires de travail des différentes professions. À ce sujet, les enquêtes emploi du temps montrent que 80% du temps professionnel se concentre sur la plage horaire 9h-19h. Les jeunes et les plus diplômés commençant à travailler plus tard le matin et finissant plus tard le soir. Des horaires lourds débordant sur les soirées et fins de semaine pour les agriculteurs et indépendants s'opposent aux horaires plus légers, répartis en de nombreux épisodes brefs pour partie à domicile, à des heures tardives ou durant le week-end, pour les enseignants par exemple. Alors que la plupart des cadres organisent leur temps de travail avec une assez grande liberté, prolongeant fréquemment leurs horaires de bureau ou rapportant du travail à la maison, les professionnels des services aux personnes, infirmières, employés de commerce, etc., peu libres d'organiser leurs activités, travaillent beaucoup en fin d'après-midi ou en début de soirée. Les employés qualifiés, quant à eux, souvent agents de grands établissements du privé ou de la fonction publique, ainsi que les ouvriers de type artisanal, sont les plus nombreux à pratiquer une semaine standard de 5 jours consécutifs avec horaires diurnes réguliers. Les ouvriers de l'industrie, les policiers, les militaires se distinguent du type précédent par la fréquence assez élevée des horaires de nuit. Dans l'ensemble, de lourdes journées de travail ou des horaires décalés ou irréguliers sont des facteurs de fatigue en fin de journée. Mais à durée de travail identique, être responsable de l'organisation de son temps de travail renforce le sentiment d'être débordé. Venons-en au deuxième point de ce cours, les enjeux idéologiques et sociaux des loisirs et de la culture. Les loisirs et la culture font l'objet d'enjeux idéologiques, c'est-à-dire d'acceptions et de conceptions différentes susceptibles de se disputer. Mais au préalable, on peut relever une première difficulté en France, difficulté à penser et à se représenter les loisirs indépendamment du travail, comme s'il s'agissait d'un binôme insécable. Ce constat s'explique par l'histoire sociale du travail en France. En effet, le loisir reste connoté d'une dimension morale, notamment à travers l'histoire de sa massification, rapportée à une conquête, celle des travailleurs, de leur accès au loisir, conçu comme un droit durable qui atteste la reconnaissance de leur dignité de travailleur. Cette emprise historique et axiologique, c'est-à-dire qui se rapporte aux valeurs, dans la façon de penser le loisir, se perçoit d'autant mieux que l'on déplace le regard pour le porter vers d'autres continents. Ainsi, par exemple, du côté des États-Unis d'Amérique, porteur d'une autre histoire, d'autres idéologies aussi, le loisir, nous rappelle Guy Saez, est perçu tout à fait différemment. Il est en effet considéré comme une sorte de contradiction culturelle du capitalisme, puisque le loisir produit la fun morality, une moralité du plaisir, puisée dans des biens et des services pourtant issus d'industries culturelles et plus largement du loisir. Par ailleurs, la conception française du loisir fait appel, selon Gilles Pronovo, à une pluralité d'idéologies de la culture. Et il propose de les résumer à 4 approches différentes. Premièrement, une extension de la culture savante aux couches populaires. La problématique de l'éducation populaire, à ses origines, s'enracinait dans une conception de la culture rapportée à l'homme cultivé, elle-même proche de la notion de civilisation. L'objectif de cultiver le peuple, de le faire accéder à la culture savante. Aujourd'hui, cette conception se retrouve dans l'idée du bon usage du loisir, soit son rôle dans l'épanouissement individuel, qui donne naissance à la notion de loisir culturel apparue à l'époque du Front populaire. Cette notion de loisir culturel recouvre celle de démocratie culturelle, de la participation du plus grand nombre aux activités culturelles. Se repère ici un élargissement de la notion de culture à celle de sport, d'art, de loisir. Et dans les années 70, une caractéristique va s'ajouter, soit une conception idéaliste de la culture,
définie comme lieu de pureté, d'une communication harmonieuse. Deuxième conception, une conception de la culture détachée du social. Ici, la notion de démocratie culturelle perdure, mais elle est reprise en des termes différents. Il est question de participer à la société tout en pouvant s'en libérer. Et Pronovo rapporte ici cette conception de la culture à l'idéologie du développement culturel, dont l'un des chantres en France sera Joffre du Masdier, qui propose une conception élitiste de la culture à laquelle elle incite à participer, mais cache les inégalités culturelles. Troisième conception, une conception de la culture, cette fois rapportée à la culture de masse. Ici, sous culture de masse, il faut noter une connotation péjorative. Cette culture de masse, conçue comme consommation passive, aliénation culturelle, renvoie donc à une connotation péjorative. L'accent est mis sur le rôle uniformisateur des masses médias, notamment la télévision et les industries culturelles capitalistes. Cette idéologie de la culture de masse sert alors d'arrière-plan pour justifier d'autres finalités culturelles qui sont souvent celles de l'idéologie du développement culturel. Quatrièmement, avec les années 70, une autre conception de la culture va faire appel à, cette fois, la dialectique entre culture dominante savante et culture dominée populaire, ainsi qu'à l'idée de pluralisme des cultures. Ce discours prend forme à partir d'une critique des conséquences réelles de la politique de développement culturel. Après l'implantation d'équipements culturels, la professionnalisation des animateurs, une telle politique est rejetée parce qu'elle maintient les inégalités culturelles et devient un instrument du pouvoir politique qui reproduit les systèmes de domination. Ainsi, à l'emprise de la culture dominante sont opposées la pluralité des cultures locales, l'existence de subcultures, le dynamisme des spécificités régionales, la diversité des aspirations et des modes de vie, l'hétérogénéité et le pluralisme culturel. La notion de culture populaire refait son apparition et devient le leitmotiv des observateurs. Cette nouvelle idéologie de la culture cherche à retrouver les cultures locales, attentifs aux diversités, et va trouver un nom autour de l'animation socio-culturelle dans ces fameuses années 70. La professionnalisation des animateurs fonde ses appuis et sa légitimité sur une telle conception de la culture. Ces derniers œuvrent à 3 lieux privilégiés, à savoir la valorisation de la communication interpersonnelle dans les collectivités réduites, par exemple les quartiers, le développement de l'expression culturelle individuelle et de la créativité, et enfin une attention à certains groupes marginaux ou minoritaires, comme les jeunes, les minorités régionales ou encore le troisième âge. Pour relever les enjeux sociaux des loisirs aujourd'hui, il faut cerner les principales modifications de la vie sociale, particulièrement au regard des temps sociaux. Pour ce faire, l'espace urbain se présente comme un terrain d'observation particulièrement intéressant parce qu'il donne à voir de façon plus saillante ces changements. Parmi ces derniers, c'est la désynchronisation des temps sociaux et pour certains, une nouvelle configuration temporelle de l'espace urbain qui se relève dans les travaux sociologiques du début des années 2000. La désynchronisation des temps sociaux signifie que les relations sociales au quotidien sont moins synchronisées, rythmées par des dispositifs collectifs, mais davantage par des dispositifs individuels. Selon François Hacher, cette désynchronisation des temps sociaux est particulièrement lisible au regard des pratiques sociales du déplacement. Au début des années 2000, on parle de mobilité multipolaire mouvante qui favorise le choix de lieux de loisirs bien au-delà de l'espace de résidence. Avec le développement des transports individuels et collectifs, les mobilités s'accélèrent et permettent l'accès à des pôles d'attraction souvent éloignés du lieu du domicile. Les lieux de rencontre et d'activité se multiplient pour le sport, la culture, les achats ou les relations de sociabilité. La sociabilité de voisinage cède ainsi la place à d'autres échanges issus d'affinités électives sur des territoires plus vastes. Les espaces publics des villes se renforcent comme lieux privilégiés d'interaction sociale, favorisant un vécu commun, mais provisoire, éphémère. On pense par exemple aux attractions festives, sportives ou encore artistiques autour de groupes de musique, etc. Autant dire que la mobilité hors travail croît fortement à tel point qu'elle supplante une mobilité traditionnellement liée au déplacement pour le travail.
Ce constat d'une désynchronisation des temps sociaux incite de nombreux sociologues à constater que le temps des villes n'est plus celui d'hier, attestant ainsi d'une nouvelle configuration temporelle dans l'espace urbain. En effet, nous ne sommes plus dans une ville industrielle dans laquelle les temporalités étaient largement déterminées par la séparation travail-non-travail, c'est-à-dire dont le rythme de la vie urbaine se calquait principalement sur celui de la production. Dans cette ville industrielle, le temps hors travail était une sorte de résidu et se composait d'activités domestiques au sens large. Ce temps hors travail a été qualifié de temps libre parce qu'il semblait échapper aux contraintes collectives et relever du choix individuel. Aujourd'hui, les villes contemporaines ne répondent plus à ce fonctionnement et, en ce sens, vivent une profonde mutation de leur configuration temporelle, c'est-à-dire de l'articulation entre des ordres temporels et des pratiques sociales. Si le travail est encore la première des contraintes des citadins, l'ordre économique s'est modifié, c'est-à-dire que ces régularités se sont transformées en rythmes, en horaires diversifiés. Un nouvel ordre temporel s'installerait alors, à savoir celui des loisirs, qui impose de nouvelles logiques, de nouvelles contraintes, dont les caractéristiques résident dans une imbrication des temps de la vie urbaine. En d'autres termes, ces temps sociaux ne seraient plus aussi nettement séparés que précédemment, mais présentent une configuration plus complexe que par le passé. Dans ce contexte, donc, les loisirs changent d'allure. Et à ce titre, on peut noter plusieurs tendances. D'une part, une demande de loisirs de plus en plus diversifiée. En effet, la demande de loisirs est de plus en plus diversifiée. Et ce constat peut se comprendre au regard de ce que nous notions précédemment, c'est-à-dire nos relations sociales quotidiennes sont davantage synchronisées par des dispositifs individuels, de sorte que nos vies quotidiennes sont de plus en plus singulières et donc plurielles. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous serions dans une société de plus en plus individualiste ou individualisante, que l'on pense par exemple aux besoins de rituels collectifs comme les événements festifs. D'autre part, les activités de loisirs sont prises d'assaut par le secteur marchand. Et en effet, de nombreux observateurs ne manquent pas de souligner que la société contemporaine n'a de cesse de valoriser tout ce qui change, et ce besoin de transformation pénètre toutes les activités, y compris celles de loisirs. Les activités de loisirs sont prises d'assaut, autrement dit, par le secteur marchand. Ce dernier a bien perçu effectivement la prépondérance de cette tendance à la singularité. Il a su réhabiliter l'homo ludens, c'est-à-dire ce que l'on pourrait nommer une dimension ludique du loisir. Que l'on pense aux complexes aquatiques implantés en périphérie des villes, aux multiplexes cinématographiques ou encore aux salles de jeux vidéo qui investissent les centres urbains. Enfin, les pratiques de loisirs se construisent aussi ailleurs que dans des espaces organisés. Ces pratiques de loisirs deviennent même un prétexte pour s'auto-organiser. À titre d'exemple, on pense au regroupement de personnes autour d'activités culturelles ou artistiques que certains ont nommé des lieux intermédiaires. Toujours est-il que ces types de comportements ne sont plus des comportements à la marge. Ils sont de véritables lieux où les uns et les autres trouvent à exercer leur socialité, ce qui fait dire, par exemple, à un économiste des arts et des médias, Xavier Greff, que de plus en plus, les lieux artistiques servent en quelque sorte d'espace public à une époque où le jardin municipal, l'église ou le marché le sont de moins en moins. Du coup, on peut dégager des enjeux sociaux liés au loisir. L'enjeu collectif sur ce point, entendu en termes d'action publique, notamment à l'égard des loisirs organisés, est à peu près le suivant. Jusqu'alors, les pouvoirs publics des villes pensaient essentiellement leurs actions en termes d'aménagement territorial, entre autres par le truchement des équipements culturels. Face à ces changements sociaux, ils se trouvent contraints de se préoccuper aussi des conditions de disponibilité et d'accessibilité temporelle des activités de loisirs en rapport aux différents types de populations. Mais d'autres types d'enjeux sont à relever au regard des changements affectant les loisirs. Enjeux de développement urbain à lire en rapport au secteur marchand. En effet, l'enjeu de développement urbain suppose que les pouvoirs publics locaux composent avec ces offres marchandes sans jamais se soumettre à leur logique d'action marchande, laquelle résonne en termes de commercialisation autour de cibles individuelles, sans jamais se soucier ni de la valeur, ni du sens associé à ces activités de loisirs, mais en œuvrant à rallier ses promoteurs à une logique de développement urbain et plus généralement de développement local.
enjeu de régulation collective autour d'une éducation au loisir. Sur ce point, si on admet que les activités de loisirs récréatifs, des arts, de la culture, du sport et du tourisme, sont, quoi qu'on en dise, si ce n'est orchestrées, à tout le moins axées sur une économie de services payants, alors une question se pose. Comment assurer à tout à chacun les moyens de pratiquer des activités de loisirs, d'opérer en somme la conversion entre argent, temps et activités de loisirs, jouant aussi de la différenciation sociale, voire de la distinction sociale. Sous-jacente à cette question se trame la question que l'on pourrait renvoyer à une éducation au loisir, si tant est que l'on considère l'univers des loisirs comme un espace de vie sociale, de socialisation, tout aussi important que celui du travail. Sans une certaine régulation collective des temps, des usages sociaux des temps qui œuvreraient vers une réduction des inégalités sociales, le risque d'une nouvelle hiérarchisation semble possible, puisque dans ces conditions, les différences de revenus et de ressources culturelles risquent de faire du temps libre un temps encore plus vecteur d'inégalités sociales que le temps de travail. Enjeu lié enfin aux loisirs non organisés. Cet enjeu ouvre sur la question de la recomposition des pratiques sociales de vie collective. La prépondérance des loisirs marchands, des activités de loisirs centrées sur une économie de services, mais de services payants, ne doit pas avaliser un discours ambiant et généraliste qui persiste depuis plusieurs années maintenant, selon lequel nous assisterions à la montée d'un individualisme forcené. Pourtant, c'est encore le propos que tiennent de nombreux sociologues, toutefois en peine aujourd'hui avec cette idée face précisément au relevé empirique de la constitution sociale de lieux, d'espaces de sociabilité autour du loisir. Pour concilier ce constat et l'affirmation d'un individualisme qui caractériserait notre société, l'individuation serait une sorte d'échappatoire parce que cette dernière n'exclurait plus la recherche également de sociabilité. Mais, au regard de travaux plus localisés, il est difficile de généraliser cette idée d'une montée de l'individualisme. Par exemple, le rôle des équipements culturels de quartier sont susceptibles d'être apportés à une instance de régulation collective des temps libres et des activités de loisirs. Ces instances de régulation collective peuvent aussi émaner de la société civile, mais de façon plus diffuse, autour de regroupements de personnes, légalisés ou non, sous le statut d'association loi 1901. Si ces regroupements de personnes ne se donnent pas forcément d'emblée ce rôle de régulation collective, ils peuvent néanmoins le jouer. On pense par exemple à ce qui a été nommé au début des années 2000 les lieux intermédiaires, c'est-à-dire des lieux en déshérence investis par des personnes pour s'adonner à des pratiques culturelles. Ces espaces, au regard de la vie sociale qu'ils engendrent, apparaissent comme de véritables lieux de sociabilité autour de pratiques, si ce n'est artistiques, en tout cas culturelles, à tel point que l'économiste Xavier Greff avance que, de plus en plus, les lieux artistiques servent en quelque sorte d'espace public à une époque où le jardin municipal, l'église ou le marché le sont de moins en moins. Les habitants inventent parfois de nouvelles formes de sociabilité que l'activité économique ne permet plus. En s'organisant autour d'activités artistiques ou culturelles, des habitants bénévoles permettent souvent aux autres habitants d'accéder à des prix modestes, à des pratiques de loisirs, à des pratiques culturelles autrement inaccessibles. Troisième et dernier point, des rapports à la culture plus complexes. En 1998, les résultats de l'enquête statistique du DEPS sur les pratiques culturelles des Français montrent qu'il existe 4 grandes tendances en matière culturelle depuis ces années 90, lesquelles ne font depuis que se confirmer. D'une part, les Français s'équipent et continuent de s'équiper en matériel et produits audiovisuels et consacrent à l'usage de ces équipements de plus en plus de temps. D'autre part, le nombre de livres lus continue à baisser. Or, parallèlement, les bibliothèques et les médiathèques connaissent un véritable succès. Troisièmement, la fréquentation des équipements culturels autres que les bibliothèques et les médiathèques a légèrement progressé sans que les caractéristiques des publics changent. Et puis enfin, les pratiques des activités en amateur continuent d'augmenter. L'interprétation de ces tendances consiste à souligner le déplacement du centre de gravité des pratiques culturelles des Français vers le pôle audiovisuel, lequel est toujours en marche depuis. Et c'est lui le phénomène le plus spectaculaire. La progression des
pratiques audiovisuelles domestiques. Ces changements ont souvent été perçus comme des phénomènes propres à la culture jeune. Mais avec du recul, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'un phénomène de génération. Conséquence de ces renouvellements du rapport des Français à la culture. D'une part, les mutations technologiques rendent plus vive la concurrence entre les activités de loisirs. D'autre part, les frontières entre la culture et les loisirs, les mondes de l'art et le divertissement sont de plus en plus poreuses. Avec les outils audiovisuels à domicile, on passe en effet instantanément d'une émission à une autre, d'une émission culturelle à un jeu télévisé ou encore à un téléfilm. Par ailleurs, des travaux d'enquête de terrain sociologique montrent qu'aujourd'hui, un cadre par exemple, peut régulièrement fréquenter les musées d'art contemporain tout en s'adonnant à la pratique du karaoké ou de la pétanque qui, on le sait, relève plutôt de pratiques populaires. Ce constat a été nommé de façon plus générale la tendance à l'hétéronomie des pratiques de loisirs, c'est-à-dire le fait que l'on ne fasse plus, par exemple, seulement du sport, mais du sport à l'occasion d'un déplacement touristique qui lui-même implique une intention culturelle. En grossissant le trait, on pourrait dire que l'on assiste ou que l'on peut assister à un concert de musique baroque et le lendemain gravir un mont. Ce simple constat oblige en tous les cas à reconnaître que l'univers des loisirs en général, en empruntant des attributs à d'autres univers sociaux, génère des innovations, crée des nouveaux espaces de sociabilité. C'est dire aussi qu'il nous faut être constamment attentifs aux recompositions en cours, d'où peuvent apparaître de nouveaux ensembles d'activités et de pratiques. Les enquêtes statistiques sur les pratiques culturelles des Français réalisées par le DEPS montrent aussi une montée de l'éclectisme, c'est-à-dire qui emprunte des éléments à divers systèmes, ainsi qu'une hybridation de la culture dite cultivée, c'est-à-dire qui se compose de plusieurs éléments de nature différente. Et ces deux indications laissent deviner la complexité croissante des rapports entre milieux sociaux et pratiques culturelles. Les facteurs à l'origine de cette complexité sont bien entendu multiples et étroitement intriqués. Néanmoins, sans chercher à être exhaustif, on peut citer quelques changements majeurs à prendre en compte pour prendre la mesure de l'ampleur de ces changements en cours, tant du côté des conditions de production, de diffusion et de consécration des œuvres et des produits culturels, que du côté de l'identification sociale des individus. Concernant l'offre culturelle institutionnelle, elle s'est profondément diversifiée. En effet, elle a quantitativement considérablement augmenté avec les années 80, du fait d'un doublement du budget du ministère de la Culture et en 82, par l'effort important consenti en matière culturelle par les collectivités territoriales. Cette offre culturelle institutionnelle est aussi diversifiée, d'un point de vue, cette fois, qualitatif, puisque, là encore, dès les années 80, la volonté du ministère de la Culture a été de décloisonner les genres et de se défaire d'une certaine hiérarchie entre les différents genres. Ce qui s'est traduit par la légitimation des modes d'expression jugés jusqu'alors non culturels ou infraculturels, comme la bande dessinée, la musique rock, la musique de variété. En somme, le champ d'intervention du ministère s'est largement étendu à de nouveaux domaines, comme les domaines d'activité qu'on a cités, mais aussi d'autres domaines d'activité comme le design, la mode ou la publicité. Il apparaît donc clairement qu'une partie des facteurs explicatifs du constat d'une hybridation de la culture cultivée sont à rechercher à l'intérieur même du monde de l'art et de la culture. Mais ces changements internes sont étroitement liés à au moins deux autres facteurs que l'on peut signaler ici, à savoir les mutations du système scolaire et d'autre part la montée en puissance de ce qui a été nommé une économie médiatico-publicitaire. Disons quelques mots sur chacun de ces aspects. Concernant les mutations du système scolaire, le mouvement de démocratisation de l'accès au lycée et aux universités a dans le même temps modifié le modèle cultivé classique lié au système scolaire des années 60,
lequel était conçu pour une élite. Mais dès lors, le modèle des humanités ne pouvait plus se transmettre aussi facilement de génération en génération, d'autant que l'école devait affronter dans le même temps la montée en puissance des médias audiovisuels avec leurs propres références, leurs propres modèles d'excellence, leurs propres mécanismes de consécration. Et précisément, concernant la montée en puissance d'une économie médiatico-publicitaire, ce qu'il faut noter, c'est que les médias ne sont pas de simples courroies de transmission qui facilitent l'accès à des contenus culturels. Ils fonctionnent aussi comme de véritables instances de reconnaissance et de légitimation pour tous ceux qui ne font pas partie des milieux cultivés et constituent de puissantes machines à produire de la notoriété, faisant parfois accéder au statut de star. Ils fonctionnent aussi comme de nouveaux prescripteurs, diminuant d'autant le rôle des instances traditionnelles de transmission de connaissances, de valeurs, de la culture, tels les parents, les enseignants, les opérateurs culturels. Ce fil qui reliait les générations s'est en fait distendu avec l'arrivée des équipements audiovisuels, notamment ceux qui, comme le baladeur, le second poste de télévision, permettent une individualisation des pratiques et une relative autonomie à l'égard des prescripteurs. Mieux, aujourd'hui, les enfants et les adolescents sont eux-mêmes devenus prescripteurs, dans le domaine musical par exemple, rendant les modes de transmission entre générations moins unilatéraux et beaucoup plus interactifs. L'importance des mutations structurelles de la société française au cours du dernier quart de siècle a renforcé l'hétérogénéité des itinéraires et des positions sociales à l'intérieur d'un même groupe social, si bien que les catégories socio-professionnelles sont aujourd'hui moins clairement identifiables à travers les seuls niveaux de ressources et de qualifications professionnelles, et sont surtout moins homogénéisées par des appartenances visibles. Les résultats d'enquêtes sur les pratiques culturelles le confirment en faisant apparaître de fortes différenciations internes, notamment en fonction de l'âge des individus. Les écarts sont souvent considérables sur ce critère, quel que soit le milieu social considéré, ou que la proximité générationnelle apparaît parfois plus forte que l'appartenance sociale. S'il en est ainsi, c'est parce que cohabitent aujourd'hui, dans la société française, 3 couches générationnelles qui ont été produites dans des conditions très différentes et qui ont subi à des degrés divers et à des moments différents de leur vie les mutations de ces 30 dernières années. Celle de l'avant-guerre qui a grandi dans un monde où rien ne venait contester la suprématie du livre et de l'écrit, celle des baby-boomers qui ont promu la contre-culture des années 60 et profité de l'offre du système scolaire, celle des jeunes du début des années 2000 qui ont connu à la fois la généralisation de l'école de masse et la banalisation de l'audiovisuel. Outre l'appartenance générationnelle, les observateurs notent aussi d'autres facteurs tels que le genre, le lieu de résidence, la situation de famille, qui peuvent générer des écarts en matière de pratiques culturelles. Sans valider enfin un retour de l'individu libre de toute détermination sociale, il faut quand même bien admettre que les individus sont de plus en plus souvent amenés à vivre aujourd'hui dans des conditions différentes de celles dans lesquelles ils ont été produits, et donc à se produire eux-mêmes et par eux-mêmes. Les itinéraires professionnels et familiaux sont plus riches qu'hier d'opportunités, et ce qui peut les détourner de la trajectoire sociale la plus probable ou favoriser dans le domaine culturel des comportements atypiques par rapport à ceux de son groupe d'appartenance. Mais ils sont aussi souvent plus jalonnés d'obstacles, d'aléas, du fait précisément de la flexibilité croissante du marché du travail, de la persistance du chômage et de la diversification des situations familiales.